les interventions de 3 panélistes, suivi d'un deuxième temps d'échange et de questions. Pour ce temps de questions, nous vous proposons d'utiliser le chat pour mieux organiser les questions. Si vous voulez poser une question à un intervenant spécifique, n'hésitez pas à le mentionner directement dans le chat. Et Sophie Duval, donc, qui est l'animatrice de la commission de migration de coordination Sud, dans le deuxième temps de la réunion, synthétisera les questions et les posera directement aux intervenants. Voilà. Est-ce que c'est clair pour l'instant pour tout le monde? Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à utiliser le chat pour le signaler si vous avez d'autres questions. Pour précision, le chat, il est disponible en bas du logiciel Zoom, avec la petite icône avec une bulle où c'est écrit « Discussion » en dessous. Hop. Et il est presque 10h05, donc je vous propose de commencer la présentation de la réunion pour ensuite donner assez rapidement la parole aux intervenants. Alors, ce webinaire, il est proposé par la commission migration de coordination Sud. C'est une commission migration qui travaille depuis 2017 autour d'objectifs communs, autour de la volonté de favoriser une compréhension des enjeux migratoires au sein des membres de Coordination Sud et de le diffuser au-delà des membres de Coordination Sud également. L'autre objectif de cette commission, c'est de faire des liens avec d'autres réseaux de la société civile en Europe, notamment des liens avec les réseaux Concorde au niveau européen, et également d'avoir un vrai rôle d'influence au niveau de la politique française et européenne sur les questions de migration. Elle rassemble une vingtaine de membres depuis 2017, et qui se réunissent 5 à 6 fois par an pour différents projets, notamment sur l'année 2020. Le travail de la commission migration de coordination Sud a été consacré à la rédaction d'une note sur les enjeux de l'instrumentalisation de l'aide au développement. Depuis la fin des années 2000, on s'est rendu compte qu'il y a un lien de plus en plus fort entre l'aide au développement et les politiques migratoires des États du Nord et en particulier des États européens, en ce qui nous concerne. On a vu ça notamment apparaître avec les accords de gestion concertée des flux migratoires à la fin des années 2010. Plus récemment, Coordination Sud, la commission migration de Coordination Sud avait déjà fait un travail d'étude sur le fonds fiduciaire de l'Union européenne. On remarque que ces différents dispositifs se retrouvent autour des objectifs de conditionner les programmes d'aide au développement à la réadmission de personnes déportées depuis l'Europe ou à la mise en place de politiques de renforcement des frontières des États tiers, voire de contrôle biométrique également. C'est souvent ces liens-là qui sont faits. Depuis plus récemment, on va dire ce qui nous a vraiment motivé à travailler sur une note spécifique et à orienter notre travail sur l'étude des enjeux de cette instrumentalisation de l'aide, ça a été un contexte fin 2019 où autour de la volonté de lancer un débat annuel sur la politique migratoire, il y a eu de nombreux échanges au niveau des députés en France, d'abord, sur la remise en place du lien entre l'aide au développement et les politiques migratoires. La commission de coordination Sud, la commission de migration de coordination Sud a à l'époque publié un texte contre les idées reçues autour de ce sujet et sur le fait que la politique migratoire n'était pas un facteur d'aide au développement dans le cadre de la politique d'aide au développement. En même temps, il y avait aussi ce type de discours qui était de plus en plus porté dans les travaux autour d'une loi d'orientation et de programmation de la solidarité internationale, de la solidarité et du développement international. Et très récemment, on a revu également ce débat surgir au sein du Parlement européen, avec le vote d'un amendement très récemment par le Parlement européen. Je pense que nos intervenants pourront en parler. Donc, les objectifs de ce webinaire sont de pouvoir aujourd'hui, ensemble, analyser les notions de gonflement, de détournement, de conditionnalité de l'aide et leurs conséquences également sur l'aide au développement et sur les droits humains.
Ce webinaire va s'articuler d'abord autour de 3 interventions. Tout d'abord, une présentation de la note qui a été rédigée par la Commission Migration de Coordination Sud par Marion Galissard, qui est chargée de plaidoyer européen pour Action contre la faim, spécialiste des questions de politique migratoire et membre de la Commission Migration de Coordination Sud. Dans un deuxième temps, nous donnerons la parole à Flore Gubert, qui est directrice de recherche à l'Institut de recherche et développement, qui est chercheuse associée à la Paris School of Economics, pour intervenir sur les enjeux du détournement de l'aide, en quoi le détournement de l'aide change les effets de l'aide au développement, en quoi le détournement de l'aide vers des politiques migratoires change les effets de l'aide au développement. Et dans un troisième temps, on donnera la parole à Mathieu Tardis, qui est chercheur au Centre Migration Citoyenneté et à l'Institut français des relations internationales, pour nous parler des logiques de détournement de l'aide qui visent à imposer l'agenda des pays européens aux États qui sont bénéficiaires de cette aide au développement. Alors, tout d'abord, je vais donc donner la parole à Marion Galissard et je vais pouvoir lui poser une question pour lancer son intervention. En gros, notre note sur l'instrumentalisation de l'aide, elle fait état de 3 mécanismes d'utilisation de l'aide publique au développement à des fins de gestion des migrations. Est-ce que tu peux nous rappeler quels sont-ils? Comment les pouvoirs publics européens et français s'en sont saisis dans une logique d'instrumentalisation, s'il te plaît? Oui, merci Henri pour cette introduction et merci à toutes et tous pour votre présence à ce webinaire aujourd'hui. Donc, comme le mentionnait Henri, je vais essayer de revenir rapidement sur ces principaux mécanismes qui ont ouvert la porte à une instrumentalisation croissante de l'aide au développement à des fins, comme le disait Henri, de gestion des migrations. Et je vais revenir notamment sur les notions donc, de gonflement de l'aide, de son détournement, voire de sa conditionnalité. Pour replacer le cadre dans lequel s'inscrit notre note, je vais commencer peut-être par vous rappeler brièvement les objectifs de l'aide au développement, qui sont donc de favoriser le développement économique, de lutter contre la pauvreté et d'améliorer le niveau de vie des pays en développement. Les fonds qui sont consacrés à l'aide publique au développement doivent donc permettre normalement de répondre aux crises humanitaires, de réduire les inégalités de genre ou encore de lutter contre les impacts des changements climatiques, mais surtout d'agir dans des secteurs normalement indispensables, la santé, l'éducation, la sécurité alimentaire, l'eau, les droits humains, etc. Donc, utiliser l'aide publique au développement à des fins de contrôle des migrations ou à des fins sécuritaires n'est donc pas un objectif en soi des politiques publiques en matière de développement. Pourtant, les gouvernements utilisent dorénavant cette aide à des fins migratoires et je vais tenter de décrire comment finalement les gouvernements du Nord et de l'Union européenne s'en servent majoritairement dans ce que j'appellerais une logique comptable qui sert finalement à cacher leurs carences en matière de solidarité internationale et ou à servir des intérêts de politique interne et de politique nationale. Je laisserai mes copanélistes rentrer plus dans le détail de chacune des logiques et je vais commencer par revenir sur une pratique dont on n'a pas forcément connaissance et qui est pourtant symptomatique de cette logique comptable, qui est celle du gonflement de l'aide au développement. Donc, qu'est-ce qu'on appelle par gonflement de l'aide au développement? C'est le fait d'inclure c'est le fait d'inclure les frais d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile dans l'aide au développement et de le faire durant les 12 premiers mois de leur arrivée sur le territoire de ce pays. Cette pratique, elle est permise par le Comité d'aide au développement depuis les années 90, mais elle a été exacerbée par ce qu'on appelle la crise de l'accueil de 2015, lorsque de nombreux pays européens ont décidé d'utiliser une part importante de leur aide publique au développement pour financer l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile sur leur territoire. Pour vous donner un ordre d'idée, pour la seule année 2015, ces frais ont augmenté de 27,5%, ce qui représente 2 fois plus qu'en 2014. On peut légitimement se demander pourquoi nos gouvernements comptent les dépenses relatives à l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile dans l'aide publique au développement, alors même que l'accueil de ces personnes est un devoir des États au nom du droit international et que les dépenses liées à cet accueil devraient logiquement dépendre du seul état d'accueil via ses politiques sociales et non via l'aide publique au développement. Eh bien, premièrement, parce que les pays de l'OCDE estiment que ces dépenses permettraient de
soulager les pays voisins d'une zone de conflit, d'une zone de crise dans lesquelles vont aller se réfugier les victimes. Malheureusement, c'est une affirmation qui est fausse. Ces dépenses en matière d'accueil n'ont aucun effet direct sur le développement des 10 pays d'origine ou de transit des réfugiés et des demandeurs d'asile, puisqu'ils n'ont d'effet que sur le territoire d'accueil. En réalité, comptabiliser les frais d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile, ça permet surtout aux États donateurs d'être eux-mêmes les bénéficiaires de leur propre aide au développement et légitimer par là la hausse de leur contribution en matière de solidarité internationale. Cela permet de gonfler artificiellement les montants engagés en matière d'aide publique au développement. En France, par exemple, en 2019, ces frais sont passés d'environ 6% à près de 10% de l'APD française totale. Ainsi, on voit que 75% de la hausse de l'APD française pour cette année est à imputer à l'augmentation des coûts d'accueil liés à l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile. Donc, ce gonflement des flux de l'APD permet au gouvernement d'atteindre artificiellement l'objectif de 0,55% du revenu national brut alloué à l'APD pour 2022. Pardon. Ça masque aussi une hausse moins importante que prévue de l'aide pour les services de base dans les pays prioritaires de l'aide française, et ce, alors même que Macron s'était engagé pour le renforcement de la lutte contre les inégalités mondiales via une augmentation réelle de l'APD. Donc nous, ce que l'on observe, c'est que cette comptabilité, elle a un impact immédiat qui est délétère, puisque une part de plus en plus grande de l'aide au développement est dépensée non pas dans les pays qui en ont le plus besoin, mais bel et bien sur le territoire des pays donateurs. Le bilan, il est clair, non seulement il y a moins d'aide disponible pour les pays les plus fragiles, et surtout, elle parvient moins aux populations qui en ont le plus besoin. Nous considérons donc au sein de Coordination Sud que ce gonflement artificiel doit cesser. Nous demandons à la France et aux États membres de l'OCDE, aux États donateurs, de retirer de manière volontaire ces frais du calcul de l'APD. Les pays en développement ont besoin de plus d'argent venant directement de l'aide au développement pour améliorer la situation des populations les plus fragiles et ils n'ont finalement que faire que la France et les pays donateurs sauvent leurs propres engagements internationaux. Malheureusement, l'utilisation de l'aide au développement dans les politiques migratoires ne s'arrête pas uniquement à utiliser cette aide sur le territoire des États donateurs, puisqu'elle est maintenant de plus en plus au centre des relations entre l'Union européenne, ses États membres et les États dits partenaires de l'Union européenne. En effet, l'Union européenne et les États membres n'ont de cesse de répéter que l'aide au développement peut et doit être utilisée afin de répondre à ce qu'on appelle maintenant les causes principales des déplacements ou les causes profondes des migrations dans les pays d'origine et de transit pour réduire, voire même stopper ces déplacements. Selon eux, les objectifs donc de développement économique et de réduction de la pauvreté pourraient permettre de « juguler les migrations vers l'Europe ». Donc, ce qui se passe de manière croissante depuis les années 2000 et notamment depuis la dite crise de 2015, c'est que les États de l'Union européenne ont franchi ce qu'on appelle la ligne rouge de ce qu'on le considère comme un détournement de l'aide au développement. Alors, pourquoi on parle de détournement ? Parce que les États de l'Union européenne utilisent donc l'aide publique au développement pour servir des intérêts égoïstes et nationaux et non pour répondre aux objectifs de réduction des inégalités qu'elle est censée normalement servir. En pratique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les États européens utilisent l'aide publique au développement afin de financer des projets dans les pays dits partenaires pour y restreindre la mobilité. Ils utilisent donc cette aide pour financer, par exemple, des instruments de contrôle des frontières. Or, ces instruments ne participent pas du tout à une réduction des inégalités et de la pauvreté. Et pire encore, ils exposent finalement de fait les individus à des dangers supplémentaires, à des risques de violation de leurs droits les plus fondamentaux, parmi lesquels le droit à la mobilité et le droit de quitter son pays. Donc non seulement ces pratiques sont éthiquement questionnables, mais elles sont en plus, selon bon nombre d'études, et y compris de la part des Nations Unies, totalement contre-productives. En augmentant les restrictions à la mobilité des personnes, en recréant des frontières internes dans des espaces parfois de libre circulation, elles tendent à davantage renforcer les inégalités contre lesquelles l'APD se devait de lutter. C'est donc un cercle vicieux dont les populations payent le prix le plus fort.
En plus de cela, tout lien de cause à effet entre éradication de la pauvreté et baisse des migrations est fallacieux. Il n'est démontré nulle part que le développement freine les migrations et les études contemporaines et l'histoire des mobilités montrent plutôt que le développement socio-économique tend à court et moyen terme à stimuler les migrations. Le développement et la réduction de la pauvreté ne se traduisent donc pas automatiquement par une baisse des migrations, bien au contraire. Et c'est par ailleurs ignorer, je dirais, tous les apports en plus matériels et immatériels des ressortissants étrangers à leur territoire d'origine, à leur territoire de destination et qui sont finalement chaque jour des moyens de résilience pour ces régions. Il est donc pour nous impératif de changer de prisme. L'éradication de la pauvreté et la lutte contre les inégalités doivent être sanctuarisées comme principaux objectifs de la politique de développement, et ce, tant au niveau européen que français. La France et l'Union européenne doivent honorer et faire respecter les principes d'efficacité de l'aide, de la primauté des respects des principes humanitaires et des droits fondamentaux sur toute autre considération, et notamment sur les aspects migratoires et sécuritaires. Et je dirais, on est d'autant plus inquiet que les dernières évolutions françaises et européennes glissent dangereusement de ce détournement à une conditionnalité stricto sensu de l'aide au développement, voire même de l'ensemble des partenariats avec les pays du Sud à des fins de contrôle des migrations et des frontières. Ce glissement est dangereux, alors que les besoins des populations et les efforts de développement qui sont entrepris au niveau national sont normalement les fondements des politiques de développement. On voit maintenant se dessiner les contours d'un lien consensuel entre politique de développement et politique migratoire, voire politique sécuritaire, qui deviennent peu à peu les fondements de l'octroi des aides au développement de l'Union européenne et de ses États membres. Alors, comment ça fonctionne la conditionnalité ? En fait, il s'agit de ce qu'on qualifie généralement comme une logique de chantage. L'octroi de l'APD est conditionné à une coopération des États dits récipiendaires en matière de gestion migratoire et en particulier en matière de retour et de réadmission. Autrement dit, plus les pays dits d'origine ou de transit coopèrent en matière de migration, c'est-à-dire en augmentant leur taux de retour et de réadmission, plus ils reçoivent de financement au nom de l'aide au développement. C'est l'approche soutenue par les accords de réadmission, dont la France et l'Union européenne ont été particulièrement friandes au début des années 2000 et qui se retrouve aujourd'hui de plus en plus présente dans nombre de cadres bilatéraux, dits plus souples en matière de coopération, tel que ça a pu être le cas lors de la négociation de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. En France, la tradition politique, c'était pourtant jusqu'alors de rejeter la conditionnalité et de nier l'ensemble des activités pouvant s'y affairer. Mais l'année dernière, en 2019, à l'occasion du débat parlementaire sur la politique migratoire, comme le rappelait Henri, Édouard Philippe a alors affirmé qu'il était logique que les ressources que la France consacrait à l'aide au développement servent la politique migratoire de la France, qu'il était aussi logique que nous attendions des États que nous soutenons grâce à l'APD un haut degré de coopération dans la maîtrise de l'immigration clandestine. Tout est dit. Il en va de même au niveau européen. La réforme en cours des principaux instruments de coopération extérieure de l'Union européenne comprend un indicateur afin que près de 10% des financements alloués à cet instrument de coopération servent à des objectifs de lutte contre les dites causes profondes des migrations. Ça va dans la droite ligne des déclarations récentes du secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, qui a lui aussi affirmé qu'il y a beaucoup de pays avec lesquels l'Europe commerce, que l'Europe soutient par de l'aide au développement, par une présence en matière de sécurité, et qui aujourd'hui n'accepteraient pas de reprendre le moindre ressortissant dans le cadre des reconduites. Il a ajouté que cela n'était pas acceptable, qu'il pense qu'on a les moyens, même si c'est difficile, de changer cela et de mettre parfois plus de pression sur les États partenaires. Et donc, comme le disait Henri, même son de cloche au niveau du Parlement européen, qui était pourtant jusqu'alors, je dirais, la dernière vigie quant à cette pratique grandissante, qui vient lui aussi de remettre en cause cet impératif de non-conditionnalité en reconnaissant la nécessité de ne pas conditionner les politiques humanitaires, mais en excluant les politiques développement de cet impératif. Ce fait est d'autant plus inquiétant maintenant dans le contexte des débuts de négociations sur le pacte européen en matière d'asile et de migration, qui comprend un important volet en matière de coopération extérieure.
Pour nous, c'est une grave remise en cause des principes d'efficacité de l'aide et nous tenons à rappeler et à affirmer que si la politique de développement doit servir un objectif en matière de migration, ce serait de contribuer à créer les conditions pour que toute personne puisse librement circuler et en toute sécurité et de pouvoir faire le choix de quitter ou non son pays. L'utilisation de l'APD ne peut pas et ne doit pas se faire au détriment des droits fondamentaux et dans une logique de chantage de la part des États donateurs. Nous invitons donc en conclusion les pouvoirs publics des pays développés à considérer l'accueil des réfugiés, des demandeurs d'asile, des migrants, non pas comme un fardeau qu'il faudrait marchander, mais bien comme une opportunité. Les migrations internationales sont un vecteur déterminant du développement qu'il faut préserver au regard de tous les apports et qui plus est, dans un contexte où l'aide publique au développement demeure aujourd'hui largement insuffisante au regard des engagements internationaux qui ont été pris. Voilà, et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup Marion. Dans ton intervention, tu es revenu beaucoup sur les détournements du sens du développement, des objectifs de développement couramment admis. Flore Gubert, vous concentrez vos travaux de recherche depuis plusieurs années sur le lien entre migration et développement. Comment est-ce que l'instrumentalisation de l'APD pour servir des politiques migratoires peut-elle modifier l'impact des politiques de développement sur le développement des pays récipiendaires de l'aide? Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez là? Oui, oui, on voit très bien. Merci. Écoutez, d'abord, je voudrais commencer par vous remercier pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir parler de migration et développement. En fait, je voudrais revenir dans ma présentation sur les contradictions qu'il peut y avoir entre effectivement les objectifs qui sont assignés à l'aide publique au développement, hein, sur lequel dont il vient d'être fait mention, la lutte contre la pauvreté, les inégalités, et le fait l'idée de faire de l'aide publique au développement un levier essentiel de la politique migratoire. Donc, je voudrais faire 2 points qui, en fait, ont déjà été mentionnés dans la précédente intervention. Le premier point, c'est que si on poursuit cette logique, au fond, ça revient à porter l'attention sur les pays qui envoient le plus de migrants en Europe et à l'intérieur de ces pays, vers les régions qui, de la même façon, connaissent là encore les plus forts taux d'émigration. Alors, pourquoi ça me paraît problématique ? Ça me paraît problématique parce que, en fait, c'est directement contradictoire avec les objectifs du CICID et notamment de celui de cibler l'aide vers 19 pays prioritaires qui sont tous des PMA. La contradiction, elle vient ici du fait que ces pays ne sont pas loin s'en faut ceux qui envoient les plus gros effectifs de migrants en Europe. Pour s'en convaincre tout à fait. Alors, je suis désolée, ce n'est pas forcément super clair sur la carte. Vous avez une carte du monde ici et deux cartes en réalité que j'ai extrait de rapports des Nations Unies. Une première carte, la plus grande, qui présente le nombre de migrants internationaux sur l'année la plus récente, en 2019, et puis la petite carte en bas à droite, qui est la carte qui provient de la même source sur le nombre de migrants internationaux en pourcentage de la population. Et si vous êtes très, très attentif et vous avez une bonne vue, vous verrez que sur la première grande carte, j'ai fait figurer les petits points qui sont en fait ces 19 pays prioritaires de l'aide publique au développement selon le CICID. Et vous constaterez que ces pays sont associés à des couleurs qui sont plutôt vert pâle, ce qui veut dire que le code couleur étant plus effoncé, plus ce sont des pays fortement impliqués dans la migration internationale. Vous voyez qu'on on n'a pas du tout de relation évidente entre disons, pays prioritaires de l'aide publique au développement et pays fortement impliqués dans la migration. C'est plutôt le contraire. En fait, l'émigration des subsahariens, elle est certes fortement visibilisée, si je puis employer ce terme, par les médias, par les discours politiques, mais en fait, elle ne représente qu'une petite proportion des immigrants en France. Je pense que c'est quelque chose qui est bien connu de vous.
Et en réalité, le fait que les immigrés dans les pays riches ne soient pas issus des pays les plus pauvres n'est pas réservé à l'Europe. Et là encore, pour s'en convaincre tout à fait, j'ai choisi de mettre 2 graphiques sur cette diapositive que je vais vous expliquer tout de suite. Si vous regardez le graphique de gauche, en fait, c'est un graphique qui montre la relation entre le niveau de revenus des pays. Et donc, vous avez en abscisse le PIB par tête et en ordonnée le taux d'émigration de ces mêmes pays et donc en pourcentage de la population. Et ce que la caractéristique de la courbe de la relation, c'est une courbe en cloche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pays les plus pauvres, donc, qui sont proches de l'origine du graphique, on le voit, sont ceux qui sont caractérisés par des taux d'émigration relativement faibles. Et puis, à mesure que le développement se fait et que le niveau de richesse des pays augmente, et ben, le taux d'émigration s'accroît pour ensuite redécroître à partir d'un seuil qui est, d'après les travaux existants, autour de 10 000 $ par tête. Et donc, ça rejoint ce qui a été dit par Marion dans son intervention, à savoir que, alors que l'idée généralement admise, c'est que la migration est associée à la pauvreté, en fait, on voit que les pays qui envoient le plus de migrants, ce sont plutôt des pays à revenus intermédiaires, enfin, donc ce ne sont pas les pays les plus pauvres, des pays pauvres, loin s'en faut, pour la simple et bonne raison que c'est coûteux de migrer. Hein. Il faut des ressources qui ne sont pas seulement des ressources financières, mais aussi du capital social, connaître des gens sur place qui peuvent faciliter l'arrivée dans le pays de destination, etc. Alors, quelle est la différence entre le graphique de gauche et le graphique de droite? Outre le fait que le graphique de droite est un peu difficile à lire, c'est que sur le graphique de gauche, en fait, c'est un graphique établi à partir de tous les pays du monde, hein, et donc simplement, c'est un nuage de points. Chaque point correspond à un pays. Cet effet de courbe en cloche, en fait, il s'observe aussi pour chaque pays pris individuellement. On a aujourd'hui un recul suffisant et des données sur une suffisamment longue période pour tous les pays du monde pour voir que cet effet en cloche, en fait, on l'observe à l'échelle des pays. Donc, si vous regardez, disons, les flèches qui correspondent à des niveaux de revenus par tête inférieurs à 10 000 $, on est bien sur plutôt une augmentation du taux d'émigration, hein, ce qui veut dire que si vous prenez par exemple, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais vous prenez le cas de l'Éthiopie qui apparaît ici, on voit bien qu'à mesure que le revenu par tête de l'Éthiopie a progressé au cours du temps, ça s'est accompagné par une augmentation du taux d'émigration en provenance d'Éthiopie. D'accord ? Et donc, ce qu'on voit à une échelle très macroscopique, on le retrouve aussi à l'échelle de chacun des pays pris individuellement. Pour être peut-être plus clair encore, vous avez ici isolé le cas du Mexique. Hein, donc, le cas du Mexique est assez particulier puisque le Mexique a une émigration qui est assez peu diversifiée et qui se destine principalement vers les États-Unis. Et donc, on retrouve bien cette courbe en cloche pour le Mexique, d'accord, voilà, et on voit que l'inversion de la courbe de gauche correspond à peu près au moment où le Mexique a atteint ce fameux PIB par tête de 10 000 $. Voilà. Donc, on a une inversion. Est-ce que j'ai autre chose? Non, c'est tout. Voilà. Donc voilà. Donc ça, évidemment, le fait de mobiliser l'aide publique au développement pour restreindre les flux migratoires interroge sur le ciblage lui-même de l'aide publique au développement et apparaît contradictoire avec l'idée qu'une part de plus en plus importante de l'aide publique au développement doit aller vers les pays prioritaires qui ne sont pas ceux qui envoient le plus de migrants. L'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est que la logique qui sous-tend l'idée de faire de l'aide un levier de la politique migratoire nie d'une certaine façon le fait que la migration puisse elle-même constituer un facteur de développement. Ça a été dit par Marion dans son intervention. Facteur de développement ou à défaut de développement, puisque c'est quand même une question qui reste un peu débattue, un facteur incontestable de stabilisation des familles d'origine des migrants.
Et donc, laissez-moi revenir sur ces 2 points. Migration comme facteur de développement. On sait, c'est aujourd'hui très, très bien documenté, que les flux migratoires, ils s'accompagnent de flux de transfert en retour qui ne sont autres que la somme de tous les envois de fonds que font les migrants à destination de ceux qu'ils laissent derrière eux. Ces flux, ils sont considérables. Je vous présente ce graphique que vous avez déjà très certainement eu sous les yeux, qui n'est autre que en fait une représentation des volumes des différentes sources de financement extérieur qui parviennent dans les pays en développement. Donc, vous avez la courbe en pointillé bleu qui sont les investissements directs étrangers. Vous avez la courbe en rouge qui sont les transferts des migrants. La courbe en vert clair qui sont les investissements de portefeuille. Et puis, ce que vous avez en vert foncé, c'est l'aide publique au développement. Ce que montre ce graphique, c'est que d'abord, le volume des transferts a considérablement augmenté au cours du temps, mais ce n'est pas tellement ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt aussi la valeur relative, le volume relatif des transferts par rapport à celui de l'aide publique au développement. On voit qu'on est sur un rapport de 1 à 2,5, voire 1 à 3, et qu'on a... alors qu'on a une relative stabilité de l'aide publique au développement, on a une croissance continue du volume des transferts. Et donc, évidemment, on voit là encore une contradiction très, très, très claire entre l'idée de cibler l'aide vers les pays émetteurs de migrants et donc récipiendaires de transferts et puis le développement. Cet écart de volume entre l'aide publique au développement et les transferts, donc il paraît déjà très important sur ce graphique, mais il est très vraisemblablement très sous-estimé. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les transferts sont assez mal mesurés. Alors on a bien progressé depuis quelques années, mais vraisemblablement, la vraie courbe, c'est plutôt celle-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore une partie importante des transferts qui transitent par des canaux informels. Et puis, à l'inverse, pour les flux d'aide publique au développement, il a été fait mention d'un gonflement un peu artificiel de l'aide publique au développement, et donc ça veut dire qu'à l'inverse, alors que la courbe des transferts se déplace vers le haut, celle de l'aide publique au développement, elle se déplacerait plutôt vers le bas. Donc on est sur des rapports qui sont très, très sensiblement différents. Alors, après, évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les transferts sont un facteur de développement ? Donc là, c'est clairement une question qui est débattue. Il est souvent reproché aux transferts de placer les familles dans une situation de dépendance vis-à-vis de cette manne financière. Mais là où il y a aucun débat, c'est sur le fait que les transferts permettent à leurs bénéficiaires d'être mieux nourris, d'être mieux soignés et le plus souvent mieux éduqués ou plus éduqués que s'ils n'avaient compté que sur leurs propres ressources. Or, faire progresser la santé, faire progresser l'éducation, réduire les situations de pauvreté et de malnutrition sont des objectifs qui sont très haut placés dans l'agenda international du développement. Et donc là, on trouve une nouvelle contradiction. Le dernier point dont j'ai fait mention tout à l'heure, c'est la migration comme facteur de stabilisation. Au fond, l'objectif, en faisant de l'aide publique au développement un levier de la politique migratoire, l'objectif, c'est bien celui-là, c'est de stabiliser les populations pour éviter qu'elles viennent chez nous. Alors, si les transferts ne sont pas toujours, ou ne sont même pas un facteur de développement entendu dans son sens évidemment le plus restrictif, à savoir la création de richesses locales, il a là encore un point sur lequel il y a un consensus dans la littérature, c'est sur le fait qu'ils sont un facteur de stabilisation en permettant le maintien des populations dans des régions où souvent il devient de plus en plus difficile de vivre. Et là, une illustration de ça que je trouve très parlante, donc c'est ce que vous avez sur cette diapo qui illustre cette fonction assurantielle des transferts, le fait que les transferts viennent apporter un complément de revenus qui permet de stabiliser les populations. Vous avez en fait ici 8 cartes qui correspondent à la région de Niarar au Sénégal. En fait, chaque carte correspond à une année agricole. Donc, la période d'observation va de 1999 à 2003. Vous avez en fait
les 4 cartes de gauche qui correspondent à la situation céréalière des ménages de cette région, si l'on ne considère que la production céréale, enfin l'autoconsommation, c'est-à-dire la production céréalière consommée par les ménages. Il faut à peu près 200 kilos par an et par personne pour arriver à assurer sa subsistance dans cette région. Et donc, vous voyez que sur la base de la production obtenue par les ménages de la région, donc c'est ce que suggèrent les 4 cartes qui sont sur la gauche de cette diapo, sur les 4 années considérées, en fait, les ménages n'arrivent pas à atteindre leur autosubsistance, d'accord, puisque leur production est en deçà de leurs besoins céréaliers annuels. Okay, et c'est pour ça que toutes les différentes zones de cette région sont en rouge sur les cartes de gauche. Et puis, ce qui figure à droite du graphique, les 4 cartes de droite, correspondent à la situation des mêmes ménages une fois qu'on a intégré, qu'on a comptabilisé les transferts qu'ils reçoivent de l'extérieur qui leur permettent d'apporter un complément céréalier à leur production propre. D'accord ? Et là, on voit que, comme par miracle, toutes les différentes régions de cette zone passent au vert, c'est-à-dire que grâce au transfert, en fait, on voit que tous les ménages finissent ou presque, après avec une année un peu exceptionnelle qui est 2002-2003, qui était une année particulièrement défavorable du point de vue climatique, on voit que les ménages sont tous arrivés au-dessus du seuil de subsistance. Voilà. Et je vous raconte tout ça parce que, même si je suis sûre que vous avez tous convaincus, voilà, on sait que les transferts remplissent cette fonction d'assurance et que par là même, elles permettent aux familles de rester sur place. Voilà, donc c'est vraiment... je pense que j'ai rien dit de très, très nouveau, et c'est probablement des choses qui sont déjà très, très connues de vous, mais je pense que c'était deux choses importantes à rappeler parce qu'elles soulignent justement les contradictions qu'il peut y avoir avec cette idée de faire de l'aide un instrument de la politique migratoire. Merci. Merci beaucoup Flore Gubert, merci pour avoir montré sur quelles idées reçues, avoir démonté un peu les idées reçues sur lesquelles reposait aussi le détournement de l'aide et ce détournement de l'aide qui sert aussi à mettre en place une continuité de politique de domination vis-à-vis de certains pays. Donc pour évoquer cette question-là, je vais donner la parole à Mathieu Tardis, qui est spécialiste des politiques européennes d'asile et d'immigration et qui a notamment consacré une partie de son travail à l'étude du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique, qui a été créé en 2015 suite à la crise de l'accueil des personnes exilées en Europe. Alors Mathieu, la question que je voulais vous poser pour lancer votre intervention, c'est comment les relations dites partenariales entre l'UE et les États africains sont-elles de plus en plus impactées par la focalisation croissante de l'aide sur la gestion des migrations ? Merci. Et merci déjà pour l'invitation. Et du coup, moi, à la différence des deux intervenantes précédentes, Marion et Flore, je suis plutôt spécialiste des politiques d'immigration, politiques européennes d'immigration. Donc, pour moi, c'était passionnant de les entendre sur des sujets autour de l'aide au développement que je connais moins. Et je les aborde par ce prisme politique migratoire et les objectifs des politiques migratoires de l'Union européenne, principalement, et des États européens aussi. Avec déjà deux éléments de départ. C'est que quand on parle de la relation entre l'Union européenne et l'Afrique, déjà on ne parle que de l'Afrique en termes de relations migratoires, alors que un élément important, c'est que les migrants africains sont assez minoritaires, sont très minoritaires en fait dans les migrants internationaux. Les migrants africains comme les migrants européens, comme sur tous les continents, les migrations sont en général dans un espace régional. Pour ce qui est des migrants africains, et je parle d'Afrique subsaharienne et Afrique du Nord, donc l'ensemble du continent africain, c'est la grande moitié des migrants africains qui migrent dans un autre pays africain et simplement un quart vers l'Union européenne, enfin, vers l'Europe.
je ne parle pas forcément de l'Union européenne, mais l'Europe en général. Et sur ce cas, c'est principalement des personnes d'Afrique du Nord aussi, du fait de la proximité géographique qui est beaucoup plus évident, parce que comme ça a été rappelé, c'est un coût de migrer principalement vers les pays dits industrialisés, pays de l'OCDE. Donc, quand l'Union européenne parle avec ses partenaires africains sur l'immigration, elle parle principalement de ça, en fait, de l'immigration des Africains vers l'Union européenne. Alors qu'on pourra en reparler, c'est finalement une priorité qui n'est pas forcément très importante pour les gouvernements africains et pour les citoyens africains, puisque la question migratoire, elle se pose avant tout au sein de l'ensemble régional. C'est vrai que depuis 2015, la question migratoire est devenue assez centrale dans les relations extérieures de l'Union européenne et encore une fois, principalement avec les pays africains. On ne parle pas d'autres régions du monde. On pourrait très bien parler de l'Amérique latine, par exemple, qui fait face actuellement à une crise assez importante, notamment autour des migrants vénézuéliens ou des réfugiés vénézuéliens. Donc, on est vraiment focalisé sur l'Afrique et c'est devenu vraiment le cœur des relations extérieures des pays européens et de l'Union européenne avec ces pays, parfois au détriment d'autres questions, la question du développement, et c'est le sujet de ce webinaire, mais aussi des questions commerciales ou des questions de sécurité et de paix, qui sont aussi importantes pour nous tous. Ça a pris de l'ampleur depuis 2015, mais c'est finalement pas aussi nouveau que ça. Finalement, ce qu'on appelle la dimension externe des politiques européennes d'asile et d'immigration, elle est inscrite dès 1999, dès le Conseil européen de Tampere, qui a un peu lancé finalement la politique européenne d'asile et d'immigration, et surtout à partir du Conseil européen de la Haye en 2004, qui a vraiment fait le lien entre les objectifs internes à l'Union européenne, de politique interne, avec ces politiques externes qui doivent être au service des objectifs internes à l'Union européenne, et principalement, même si c'est moins affirmé à l'époque qu'aujourd'hui, autour de la question de la prévention ou l'arrêt de l'immigration irrégulière et la question des retours, la réadmission des étrangers en situation irrégulière vers leur pays d'origine. La Commission européenne a essayé de conceptualiser un peu cette dimension extérieure autour de ce qu'on a appelé en 2005 l'approche globale sur les migrations, donc qui vise à faire le lien entre tous les aspects politiques migratoires et dans lequel on a mis dès 2005 la question du développement. Donc tous les aspects, c'est-à-dire à la fois des aspects de prévention et de lutte contre l'immigration irrégulière, avec toujours la question de la lutte contre la traite et la lutte contre les passeurs. Donc, je rappelle que ce sont deux choses différentes, la traite et les passeurs. Mais aussi le développement de voies d'immigration légale, qui est un peu l'arlésienne, ce que les Européens promettent toujours aux pays africains, c'est-à-dire d'ouvrir des voies d'immigration légale vers l'Europe et qui est encore à ce jour, et encore plus d'ailleurs depuis cette année, un objectif qui est jamais atteint. Donc c'est toujours un peu la carotte que les Européens présentent aux États africains, c'est-à-dire si vous coopérez en matière de gestion des flux migratoires, et ça veut dire de contrôle des frontières, et surtout en matière de retour et de réadmission de vos ressortissants, voire de ressortissants de pays tiers qui seraient passés par vos pays avant d'arriver dans l'Union européenne, on va, vous délivrer beaucoup plus de visas, pour vos ressortissants, et deux, aussi augmenter les relations en termes de commercial et de développement. Et ça a été posé dès 2005, avec en fait une efficacité qui est quasi nulle. De cette approche globale devait être adoptée une série de partenariats pour la mobilité. 10 ans après l'approche globale qui est devenue sur l'immigration, qui est devenue en 2011 l'approche globale sur l'immigration et mobilité après le printemps arabe, on est aujourd'hui à uniquement 9 partenariats pour la mobilité, et uniquement 3 en Afrique, dans des pays africains. C'est le Cap-Vert, le Maroc et la Tunisie. Et y compris dans ces 3 partenariats pour la mobilité avec des pays africains, finalement, il n'y a qu'avec le Cap-Vert où il y a un accord de réadmission.
la Tunisie et le Maroc ont toujours refusé de signer des accords de réadmission avec l'Union européenne. Alors, il y a des accords de réadmission avec des États membres, notamment avec la France ou l'Espagne, avec le Maroc, mais avec l'Union européenne, ils ont toujours refusé parce que ça butait toujours sur la question de la réadmission des étrangers qui auraient transité par ces pays avant d'arriver dans l'Union européenne. Et encore récemment, le Maroc, cette semaine, a reconfirmé son opposition. Donc, c'était plutôt un échec, cette politique du donner plus pour recevoir plus, donc y compris sur la question des visas et y compris sur la question de l'immigration légale, des voies d'immigration légale, qui pour beaucoup n'a pas été, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de promesses de l'Union européenne et finalement peu de réalisations. Et les voies d'immigration légale ont même plutôt baissé vers l'Union européenne depuis la crise économique de 2008, en fait. Et un échec qui donne lieu à la situation de 2015 et en fait qui donne lieu aussi à non pas une remise en cause de cette politique par l'Union européenne, mais un renforcement. C'est-à-dire qu'on va encore plus loin dans cette logique de donner plus pour recevoir plus, et encore plus loin dans une logique où finalement la priorité et ce que regardent uniquement les Européens, c'est la migration de ressortissants africains vers l'Union européenne, sans mettant de côté aussi les mobilités intra-africaines. Ça s'exprime comment? Ça s'exprime en 2015 avec deux outils. D'abord, le sommet de La Valette, qui est un sommet Union européenne-Afrique, qui s'est tenu donc à La Valette à Malte en novembre 2015 et qui va réaffirmer un peu les objectifs de cette coopération migratoire entre les pays européens et les pays africains, avec ce terme qu'on retrouve de plus en plus, et s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés de population. Et donc, c'est là où arrive aussi la question du développement et de l'aide au développement, par ce prisme-là. Donc, avec cette idée qui a été présentée précédemment, que le développement serait un facteur qui irait réduire les mouvements de population. Et donc, cette idée qui est principalement, en grande partie, fausse, comme ça a été très bien dit avant. Il y a toujours ces objectifs de coopération en matière de retour et de réadmission contre plus d'immigration légale pour les ressortissants africains. Dans toute ma présentation, je laisse de côté la question qui est extrêmement importante, mais qui mériterait une conférence en soi, c'est la question des réfugiés, des déplacements forcés, hein, qui est aussi très spécifique. Donc, je ne l'aborde pas forcément, mais je peux répondre à des questions ensuite, sachant que c'est mon premier sujet de recherche, a priori, la question des réfugiés. Ce sommet de La Valette, novembre 2015, où en fait les Européens essaient d'appeler les États africains à leurs responsabilités, en tout cas les gouvernements et les chefs d'État et de gouvernement africains. Les Européens considèrent que les chefs d'État africains ne font pas leur travail en essayant de prévenir finalement les migrations de leurs propres ressortissants. Ce sommet de La Valette, qui est accompagné d'un plan d'action, il va s'appuyer finalement sur un outil qui est l'outil qui est toujours utilisé par l'Union européenne, c'est un peu une politique de finalement les Européens, enfin, l'Union européenne principalement, c'est jeter de l'argent sur les problèmes. On utilise notre argent pour essayer de résoudre nos problèmes. C'est ce qu'on a fait avec la Turquie sur l'accord de mars 2016, puisque ce contrôle des frontières turques par les Turcs c'est accompagné de 6 milliards d'euros. Et c'est ce qu'on veut faire et ce qu'on a essayé de faire avec les États africains autour de cet instrument qu'on appelle le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique. Donc, qui a été créé en 2015 également et qui est devenu aujourd'hui l'outil le plus visible finalement de cette politique, cette dimension externe des politiques européennes d'asile et d'immigration. Le fonds fiduciaire a donc un objet plus large hein, que la seule lutte contre l'immigration irrégulière, puisque c'est aussi donc lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique, et est présenté comme un outil de développement aussi, sans en avoir les caractéristiques premières. Déjà,
en termes de chiffres, donc le FFU, donc le sigle, a été prévu pour 5 ans, donc jusqu'à décembre 2020, avec un montant de dotation de 3,6 milliards d'euros, qui était prévu initialement, la moitié venant du budget de l'Union européenne, et l'autre moitié devait venir des États membres. Donc, ils contribuent au fonds. 5 ans après, aujourd'hui, finalement, ce fonds a plutôt bien fonctionné puisqu'on est à 5 milliards en fait, d'euros. Donc, on a plus d'argent que ce qui était prévu au départ, sauf que 90% de cet argent vient du budget de l'Union européenne. C'est-à-dire que les États membres n'ont pas véritablement contribué. C'est 4,4 milliards d'euros qui viennent du budget de l'Union européenne et principalement en fait, des réserves du Fonds européen pour le développement. Donc, c'est en ça où c'est aussi un détournement d'une certaine manière de l'argent de l'aide publique au développement européen. Et donc, c'est 620 millions d'euros qui viennent des États membres, dont un tiers de l'Allemagne. La contribution de la France, elle est de 9 millions au FFU. 9 millions d'euros. Pour être très honnête, pour être très complet, il faut rajouter à ça même des contributions au cofinancement des projets du FFU. Et là, par exemple, la contribution de la France elle est plus importante puisque c'est 48 millions d'euros qui viennent de la France pour contribuer au cofinancement des projets. Donc, en tout, on est sur 200 millions d'euros de cofinancement. Ça veut dire aussi que la France, quelque part, bénéficie de l'argent du FFU sur les projets. Et aujourd'hui, on est en tout sur 256 projets qui ont été acceptés sur 3 zones, l'Afrique du Nord, le Sahel et la région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique. Le FFU, donc je l'ai dit, l'argent vient principalement du Fonds européen pour le développement, mais il est mis en place dans une logique qui n'est pas celle de l'aide publique au développement. Déjà, on est uniquement sur une approche projet, c'est-à-dire que le FFU finance des projets, il n'y a pas d'appui budgétaire aux États. Et ces projets, ils sont, je pense, à 95% mis en œuvre par des organisations intergouvernementales. L'OIM, l'Organisation internationale pour l'immigration, est un des, je pense même le principal bénéficiaire du FFU sur des projets de retour, notamment, mais le HCR pour la question des réfugiés également. Les grandes ONG internationales sont bénéficiaires du FFU et beaucoup les agences européennes de développement. Donc l'AFD met en œuvre un certain nombre de projets du FFU, particulièrement parce que c'est aussi dans des régions où la présence française est importante, mais la coopération allemande, espagnole, italienne sont aussi assez importantes, les Belges également. Donc en fait, c'est aussi quelque part de l'argent européen qui repart dans les agences européennes, et c'est donc il y a une contribution au cofinancement, mais c'est de l'argent européen qui va beaucoup aux agences européennes. Et puis surtout, le FFU ne respecte pas les principes de la déclaration de Paris, c'est-à-dire le principe de cogestion et d'appropriation des États qui sont censés en bénéficier. Et tout ça parce qu'en fait, les projets sont approuvés par un comité opérationnel qui siège, qui se tient, des réunions qui se tenaient, j'imagine, avant le Covid à Bruxelles. Et pour pouvoir être membre de ce comité opérationnel, il faut payer un ticket d'entrée qui est de 3 millions. Donc, grosso modo, c'est la Commission européenne et les États membres de l'Union européenne, certains donateurs internationaux, mais les États africains ne paient pas. Donc, ils ne sont pas membres de ce comité opérationnel et donc ne peuvent pas approuver les projets. Donc, les pays concernés, les pays africains concernés ont un statut d'observateur, mais n'ont pas de voix délibérative. Et donc là, on est aussi dans un détournement. Et donc, la question derrière, c'est quelles sont les priorités, les objectifs de ce fonds. Le fonds a majoritairement financé des projets de développement, avec cette idée que le développement serait un frein à la migration internationale. Mais au fur et à mesure de son existence, les priorités du fonds ont été restreintes.
d'abord sur la base d'un audit de la Cour des comptes européenne qui a demandé finalement à la Commission européenne ou au FFU de mieux identifier les priorités. Mais ces priorités ont été de plus en plus la question du retour, la gouvernance des migrations, le dialogue Union européenne-Afrique sur les migrations. Donc vraiment sur des questions de contrôle et de gestion des migrations. Donc là, le développement est passé au second plan. Je vais peut-être conclure pour aussi ouvrir un certain nombre de questions. Moi, j'ai plusieurs interrogations en fait autour de cette politique. C'est déjà la question de la confrontation des conditionnalités aussi. On veut conditionner de plus en plus l'aide ou la coopération de manière plus générale, au-delà de l'aide publique au développement, à la coopération de ces pays en matière migratoire. Mais moi, quand j'étais étudiant, je me rappelle de débats autour de la conditionnalité sur le respect des droits humains, par exemple. Et donc là, on peut être sur des contradictions. Et si je donne un exemple, par exemple, le FFU finance la coopération entre l'Italie et la Libye, notamment sur la formation et des gardes-côtes libyens. Et donc aujourd'hui, la situation en Méditerranée centrale est que ce sont principalement les gardes-côtes libyens qui vont intercepter les bateaux en mer et les ramener donc en Libye. On sait très bien ce qui se passe pour ces migrants quand ils sont ramenés en Libye, c'est-à-dire au mieux, et je mets des gros guillemets, des centres de détention dits officiels, et un accès pour certaines nationalités au HCR. Mais c'est souvent quand même des cas de mauvais traitement, de torture, et puis on a tous ces images d'esclavage. Donc ça, c'est sur du FFU. C'est financé par le FFU, en grande partie, pour l'Italie aussi, ou la coopération qu'on a eue sur ces fonds avec les autorités soudanaises, y compris avant la révolution de l'année dernière. Donc ça aussi, pour que le Soudan contrôle davantage sa frontière avec la Libye, pour éviter que les migrants se retrouvent en Libye et ensuite remontent vers l'Union européenne. Et donc là, on a financé indirectement les milices soudanaises. Donc, et à côté, il y a une conditionnalité sur le respect des droits humains. Donc, clairement, on n'était pas dans le respect des droits humains sur le Soudan, particulièrement avec son ancien président. Donc là, il y a une première contradiction autour de cette confrontation des conditionnalités et des objectifs de l'Union européenne et des pays européens. Il y a un certain nombre de valeurs et l'Union européenne s'est toujours positionnée comme défenseur de la démocratie, des droits de l'homme, des droits humains et de l'état de droit dans le monde. L'autre question, c'est ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que là, on est uniquement dans les préoccupations et les intérêts des pays européens. Et pas dans ceux des pays africains, avec un objectif quand même qui est clairement posé par l'Union africaine et par beaucoup de pays africains, d'aller vers la libre circulation dans un délai assez court maintenant. Et libre circulation ne voulant pas dire fin de tout contrôle frontalier, mais ça veut dire quand même de libérer un peu et de réguler davantage les flux migratoires et les opportunités migratoires. Et donc là, on est aussi dans une confrontation puisque finalement, par ces fonds-là, on demande aux pays africains de mieux contrôler, de mieux finalement fermer leurs frontières. Et puis la troisième interrogation, et je m'arrête là-dessus, c'est sur l'impact de la situation actuelle du Covid. Alors, c'est peut-être trop tôt pour savoir s'il va y avoir un impact sur les flux migratoires. Est-ce que peut-être sur des pays, si je reprends la cloche présentée par Flore, c'est-à-dire est-ce que des pays vont repasser finalement sous la barre des 10 000 $ de revenus, par exemple le Mexique, où on voit qu'il peut y avoir une reprise de l'immigration vers les États-Unis, mais ce qu'on voit pour l'instant, c'est plutôt une baisse de l'immigration, parce que notre mobilité à nous tous a été fortement réduite, et encore plus une régionalisation, c'est-à-dire que dans les arrivées là, en Méditerranée, sont principalement des Tunisiens, des Marocains, des Algériens. Donc on régionalise encore plus. Mais pour l'impact du Covid, pour moi, il est surtout lié à la question des transferts de fonds qui vont aussi baisser du fait de la crise économique, là, je dirais, dans nos pays. Et on sait très bien que les populations immigrées et les populations étrangères sont souvent en première ligne, justement,
des crises économiques. Et donc, ça veut dire aussi une baisse des transferts de fonds. Et je crois que la Banque mondiale a déjà prévu une baisse de 20% pour cette année. Et donc, il va avoir un effet sur leur pays d'origine, sur leur famille. Et donc, là aussi, pour réorienter les priorités européennes, je dirais que c'est avant tout aujourd'hui, maintenant, l'enjeu est vraiment d'améliorer les conditions de vie et de l'insertion socio-professionnelle des populations migrantes chez nous, ici, s'assurer qu'ils puissent avoir accès à un emploi et un emploi de qualité. C'est aussi une question qui peut se poser pour pouvoir continuer à transférer des fonds à leur famille et donc éviter que la crise économique dans ces pays-là soit pire que ce que l'on peut craindre. Voilà, merci beaucoup. Merci Mathieu et merci à Flore et Marion également pour ces interventions qui étaient très éclairante et très complémentaire aussi pour adresser toute la complexité en fait, des liens entre migration et développement qu'on voulait mettre en exergue par rapport peut-être à des propos souvent simplistes et discriminants de la part de nos pouvoirs publics ces derniers temps. Donc, j'ouvre maintenant la session des questions-réponses. Donc, je laisse les participants et les participantes utiliser le fil de discussion, comme on vous a dit au début, pour inscrire vos questions, et n'hésitez pas aussi à spécifier à quel intervenant ou intervenante vous voulez vous adresser. Je vois qu'on a une première question qui est donc formulée par Yann Iliaker de Action Santé Mondiale, membre de Coordination Sud, destinée à Mathieu Tardis, qui mentionne que vous tweetiez ce matin que le budget de l'asile étant inclus dans l'aide publique au développement, cela serait une raison de plus pour appeler à l'accès aux cours de français et à la formation pour les personnes demandant l'asile. Mais ne craignez-vous pas que cela augmente de manière artificielle l'aide publique au développement par le gonflement dont on parlait justement et que nous dénonçons en tant que Coordination Sud, puisque si on défend effectivement de meilleures conditions d'accueil possibles pour les personnes migrantes, est-ce qu'on craint pas néanmoins qu'avec une telle comptabilisation, cela se fasse au détriment de l'impact que pourrait avoir l'aide publique dans les pays en développement? Je réponds maintenant. Donc oui, vous avez raison. Enfin, j'étais un peu ironique, en tout cas, je disais autant retourner l'argument que l'on peut entendre ici, pas qu'en France, hein, c'est pas propre à la France, de dire parce qu'aujourd'hui les cours de français pour les demandeurs d'asile ne sont pas financés, ce sont des bénévoles qui vont le faire, qui sont financés à partir du moment où ils sont reconnus réfugiés, financés par l'État, je veux dire, et de même ils n'ont pas accès à la formation professionnelle. Alors, pour faire court, ils peuvent demander une autorisation de travail, mais qui est très rarement accordée. Et donc, on entend souvent le fait, mais pourquoi apprendre le français ou pourquoi les former à un métier sans aller jusqu'à l'autorisation de travail, alors que il n'y a que 30% des demandeurs d'asile qui sont reconnus réfugiés. Et donc voilà, c'est pour retourner l'argument. Mais au moins, s'ils apprennent le français et s'ils arrivent à se former, mais là, on rentre davantage peut-être dans des considérations d'aide au développement en cas de retour ensuite, après le rejet de leur demande d'asile. Donc, c'est plus pour essayer de retourner l'argument des autorités, c'est-à-dire qu'on ne peut pas investir sur l'apprentissage du français et la formation professionnelle pour les demandeurs d'asile, ce qui ensuite après retarde l'intégration ou l'insertion socio-professionnelle une fois qu'ils sont reconnus réfugiés, où ils doivent faire face à plein d'urgences sociales autour notamment du logement. Et des ressources, en fait, et donc prendre le premier boulot qui se présente. Et donc, autant préparer cette insertion pendant la demande d'asile. Et s'ils ne sont pas reconnus réfugiés, c'est toujours une formation qu'ils auront en plus, qui pourra éventuellement être profitable en cas de retour dans leur pays. Merci Mathieu. On a également une question de Jacques Ouldaoudia, de l'association Migration et Développement, qui veut insister sur la notion de cohérence des politiques publiques et notamment avec les politiques commerciales avec l'Afrique. Il mentionne, alors Jacques, tu me diras si ce n'est pas le cas, mais j'ai l'impression que c'est davantage une remarque que tu formules sur le fait
on a une masse de mensonges des politiciens sur le champ de l'aide et des migrations qui augmente, à mesure aussi que les crispations identitaires augmentent en Europe. En témoignent donc les scores lors des élections réalisées par l'extrême droite. Et donc, tu mentionnes que selon toi, le sujet est bien celui de ces crispations politiques et le glissement vers des politiques d'extrême droite, mais pas la cause profonde en tant que telle des migrations. Et donc, selon toi, on doit déplacer nos actions sur le terrain du narratif. Je ne sais pas si tu as une question en particulier, Jacques, ou si c'était davantage une remarque que tu voulais adresser à Mathieu. Je te laisse prendre la parole si tu souhaites compléter. On ne t'entend pas, Jacques. Je crois que tu dois activer ton micro. Voilà. Merci, Sophie. Oui. Bon, la première question, c'est plutôt vers Mathieu, parce que c'est vrai que on a rarement l'occasion d'avoir en face de nous quelqu'un qui connaît bien les politiques européennes. Mais moi, je suis frappé, et j'ai pas travaillé sur le sujet depuis longtemps, mais je suis frappé de l'incohérence totale des politiques commerciales, notamment vis-à-vis de l'Afrique, et puis des effets que ça peut avoir sur les migrations. Je pense au coton, au Burkina Faso, je pense au poulet au Sénégal, etc. Voilà, on fait du libre-échange d'un côté, ça crée des déplacements de population, et après on se plaint qu'il y a une partie de ces déplacements qui vient frapper à la porte de l'Europe. L'autre point, c'est à la fois une remarque et une interrogation pour nous tous. C'est-à-dire que c'est la question du glissement, enfin, d'une certaine façon, la démocratie, c'est aussi de tenir compte des résultats des élections et des poussées politiques dans un sens ou dans un autre. Il y a une vraie crispation au niveau de quasiment l'ensemble des pays européens, et ça se traduit par une politique plus restrictive dans l'accueil des migrants. Il y a quelque chose de cohérent du point de vue de la démocratie profonde. Donc ça veut dire, si ça ne nous convient pas, ça veut dire qu'il faut travailler plus sur le narratif. Voilà ce que je voulais dire. Mais ça interpelle tout le monde. Pour répondre, alors je ne suis pas compétent pour répondre sur la question des politiques commerciales de l'Union européenne, mais peut-être juste attirer un élément de réponse quand même autour de qui prend les décisions aujourd'hui en Europe sur les politiques migratoires. Ce sont principalement les ministres des Affaires intérieures. Donc la question migratoire, elle est uniquement vue chez nous comme une question d'ordre public, de sécurité. Il y a un aspect, moi je ne le nie pas non plus, enfin, je pense qu'il ne faut pas le nier, qu'il y a un aspect sécuritaire, en tout cas du contrôle du territoire. C'est avant tout de savoir qui rentre et qui a le droit de rentrer de résider sur nos territoires. Mais il y a d'autres aspects, des aspects sociaux notamment, enfin, c'est peut-être moi les aspects que je connais plus sur ces politiques-là, enfin, sur l'impact de ces politiques, à la fois sur les migrants réfugiés exilés de manière générale et sur la société d'accueil. Voilà, l'immigration, ce n'est pas que une question sécuritaire, mais aujourd'hui, il y a un monopole de l'intérieur, des objectifs d'affaires intérieurs sur ces questions-là. Et de plus en plus, maintenant, du coup, sur la dimension externe et sur les relations extérieures. Et donc, les ministres de l'Intérieur ne sont pas experts des questions commerciales. Ce n'est pas leur priorité. Mais comme ils ont souvent un poids important dans les gouvernements, ils vont avoir peut-être plus de poids dans la prise de décision que, grosso modo, les affaires étrangères. Et donc ça, je pense que c'est important. Et c'est qu'il faut questionner, à mon avis, questionner le périmètre de la politique d'immigration et d'asile. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Quand l'année dernière, au cours de ce même faux débat parlementaire sur l'immigration, qui a été mentionné par Marion, où avec le Premier ministre de l'époque a évoqué l'idée de conditionner l'aide publique au développement français, on a aussi décidé de mettre en place un délai de carence, un délai d'attente pour accéder à la protection universelle médicale pour les demandeurs d'asile de 3 mois. C'est déjà le cas pour les migrants en situation irrégulière qui doivent attendre 3 mois avant de pouvoir accéder à l'aide médicale d'État.
Est-ce que c'est une question qui relève de la politique d'immigration? Est-ce que ce n'est pas plutôt une question qui relève de la santé publique, une politique de santé? Et on l'a bien vu, du coup, cette année. Enfin, je trouve que ça a donné la crise sanitaire et la crise du Covid a vraiment donné les arguments pour dire non, notre intérêt collectif est que tout le monde soit couvert médicalement, y compris d'ailleurs des étrangers en situation irrégulière. C'est notre santé collective qui est en jeu, pas uniquement la leur. Et je pense que c'est ça peut-être aussi dans les narratifs de poser la question, c'est-à-dire c'est quoi une politique d'immigration aujourd'hui, et de voir à quel point ça a pris de l'espace, tout ça monopolisé par les affaires intérieures. Et par rapport à la question démocratique que vous posiez, moi je vois aussi deux choses. En Europe, en tout cas, c'est une polarisation de la société. Alors, je ne sais pas s'il y a un glissement vers la droite, mais je pense qu'il y a une polarisation. Et le segment des sociétés européennes, y compris en France, qui intervient en soutien et en mobilisation pour les populations exilées, est également important. Et il faut aussi les prendre en considération dans les politiques publiques nationales. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est un fossé grandissant entre la réalité du terrain, et y compris la complexité de ces questions-là. Et je pense que la plupart des gens qui sont confrontés dans leur quotidien aux migrations et aux migrations des autres comprennent rapidement la complexité, et puis le fait que ce soit une question qui concerne avant tout des êtres humains, et ce n'est pas neutre. Et donc, les positions sont certainement beaucoup plus subtiles que ce qu'on veut nous dire au niveau national et au niveau européen. Et je pense qu'il y a un vrai fossé et une vraie question démocratique, en fait, sur comment on organise ce débat dans l'évolution de nos institutions nationales. Et si je prends le calcul de la France, c'est qu'on voit que le Parlement français n'est plus un lieu de débat. Et moi, je suis toujours... on rencontre régulièrement des députés qui sont souvent des gens très intelligents et qui comprennent la complexité de ces questions, mais de plus en plus, moi, je vois des gens qui ont les mêmes pouvoirs que des ONG, c'est-à-dire qu'ils peuvent juste interpeller, sensibiliser, mais ils ne prennent plus les décisions. En revanche, au niveau local, on voit de plus en plus de collectivités territoriales, particulièrement des villes, qui prennent des mesures. Et là, le débat, il va s'organiser, je trouve, entre ces élus locaux qui vont voir la question migratoire plus avec des yeux de cohésion sociale, comment on organise la cohésion au niveau d'une ville, et pas uniquement avec une perspective de gestion de flux, gestion de chiffres. Et là, le débat, il va pouvoir s'organiser, parce qu'un débat est nécessaire. Hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un débat, il en faut un. Il faut que nos sociétés, nos institutions aient un débat sur politique d'immigration, mais il peut s'organiser, à mon avis, aujourd'hui de manière constructive entre ces élus locaux et le niveau national. Merci Mathieu. Et je vais laisser Flore aussi peut-être commenter la deuxième partie de la question de Jacques. Oui, je voulais réagir sur le commentaire de Jacques sur les fake news, enfin, ou disons les faits erronés qui peuvent être véhiculés par les discours politiques et la façon dont ça peut contribuer à renforcer certaines positions. Bon, et cette idée qu'il faut travailler sur le narratif, Jacques, je suis ravie de te retrouver à l'occasion de cet atelier, mais tu sais comme moi ça fait quand même des années qu'on œuvre, qu'on travaille au narratif et qu'on essaye de faire passer des messages, de combattre des idées reçues. Il y a eu beaucoup de travaux de la part d'associations justement pour faire des publications très, très accessibles, très, très claires, très, très bien documentées avec quelques chiffres clés pour justement combattre ces idées reçues. Et on s'aperçoit que les choses n'ont pas beaucoup progressé. Et du coup, ça pose un petit peu la question de quoi faire, quoi. Et dans cette perspective-là, je voudrais, une question quand même qui commence à émerger, c'est relative à la notion de science. Parler d'un problème, d'un phénomène, en le présentant comme un problème ou comme un non-problème. En fait, cette idée qu'au fond,
comment dirais-je, en parlant, que ce soit en bien et en mal, plutôt je vais essayer d'être clair, en parlant en bien ou en mal, en fait, on attire l'attention sur le phénomène. Voilà. Et du coup, voilà, on lui donne de la saillance quelque part en attirant l'attention. Hein. Et du coup, pour ceux qui considèrent que c'est un problème, en entendre parler, etc., ça les renforce dans leur conviction que c'est bien un problème. Et inversement, pour ceux qui pensent que c'est un non-problème. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très difficile de faire changer la perception que peuvent avoir des gens sur le phénomène migratoire, que ce soit en bien ou en mal, encore une fois. Et pour illustrer ça, je voulais vous faire part d'un article qui est paru récemment, qui est hyper intéressant, très, très, très inquiétant d'une certaine façon, mais hyper intéressant. C'est un article qui a fait une expérience auprès d'électeurs juste avant les élections présidentielles françaises. Et donc, l'expérience, elle a consisté à soumettre ces électeurs aux élections là, à différents traitements, on va dire. Pour certains, on leur a présenté une liste d'affirmations de Marine Le Pen, des choses qu'elle a pu dire dans ses discours et qui sont donc en grande partie erronées sur l'immigration. D'autres, on leur a proposé des faits, voilà, des choses sur l'immigration, des chiffres, des faits, voilà, tels que ça peut ressortir de rapports internationaux, voilà. Et puis un troisième groupe, on leur a présenté alternativement, enfin successivement, les déclarations de Marine Le Pen, et puis les vrais faits, donc à ces faits alternatifs, les faits avérés, quoi, on va dire. Et puis ensuite on a regardé dans quelle mesure ça pouvait faire changer la perception qu'avaient les électeurs, hein, sur justement et leurs intentions de vote, quoi. Et ce que montre je suis désolée, je ne suis pas hyper claire, mais je vais vous donner les références de l'article, je les mettrai dans le fil de discussion. Ce que montre l'expérience, c'est que ceux qui envisageaient déjà de voter pour Marine Le Pen avant d'être soumis à l'expérience, en fait, même si on leur démontre par A plus B que Marine Le Pen raconte n'importe quoi sur l'immigration, en présentant systématiquement des faits qui viennent démentir ceux avancés par Marine Le Pen, en fait, non seulement, alors ça les amène à revoir leur connaissance, mais ça ne leur fait absolument pas modifier leur intention de vote. Au contraire, ça les renforce dans cette idée que oui, c'est Marine Le Pen, c'est la candidate à élire, quoi. Et donc, il y a deux interprétations possibles. C'est effectivement insister, donner de l'information, parler de migration, en fait, ça augmente la saillance du phénomène, quoi. Et donc, ça les renforce dans cette idée que si on en parle beaucoup tant que ça, c'est que c'est bien un problème. Et puis, l'autre interprétation possible, c'est que le discours, ceux qui combattent les idées reçues font partie de l'élite. Et on sait bien que le vote pour Marine Le Pen, c'est le populisme contre l'élitisme. Et donc, la question de qui donne l'information, quelle est la source de l'information, est sans doute pas complètement anodine dans cette affaire. Enfin, en tout cas, voilà, j'en parle parce que je trouve que c'est à cette question récurrente qu'on se pose de pourquoi est-ce que, à force on a beau transmettre les messages, aller à des conférences grand public, et on s'y est retrouvé plusieurs fois, Jacques, et redire les mêmes choses, pourquoi malgré tout ça ne change rien, y compris auprès des politiques. Et je pense que ces éléments-là, un peu nouveaux, enfin, je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, ces dernières publications-là, peut-être apportent quelques éléments de réponse. Voilà, excusez-moi, j'ai été un peu longue. Merci beaucoup, Flore. C'était effectivement très intéressant et c'est à mettre en perspective aussi avec les nombreuses frustrations qu'on a pu avoir ces dernières années sur le plan du plaidoyer politique sur cette question. J'avais une question de Giulia Carini, qui est étudiante en master humanitaire et qui réalise un mémoire sur la cohérence des politiques migratoires de l'Union européenne. Et donc, c'est une question qu'elle adresse à Marion Galissard, disant qu'elle a l'impression que l'inclusion des dépenses de l'accueil et de l'asile dans le budget
budget de l'APD risque d'engendrer une espèce de guerre entre les projets des différentes ONG qui travaillent sur le développement et celles qui travaillent sur l'accueil à l'intérieur de l'Union européenne. Elle voulait savoir du coup si c'était vraiment déjà le cas de cette espèce de concurrence entre les projets des différentes ONG, vu que l'argent de l'aide publique au développement est le même pour les différents projets, ou est-ce que c'est un enjeu en tout cas qui est discuté au sein des ONG? Marion, je te laisse la parole. Oui, merci Sophie et merci pour la question. Alors, je pense que alors effectivement, hein, c'est un débat qui existe au sein de nos organisations, hein, mais y compris, je pense que c'est un débat qui a lieu de manière plus générique, pas tellement en termes de concurrence, je dirais guillemets, entre nos différentes organisations, mais plus en termes de disponibilité de financement de toute manière, puisqu'on voit qu'il y a une réduction globale, comme je disais, des budgets en termes d'APD, et il y a aussi une réduction je dirais sur le territoire national, en tout cas français, mais la tendance, elle est la même dans les États de l'Union européenne, des fonds disponibles, y compris pour l'inclusion et l'intégration des demandeurs d'asile, des réfugiés, des migrants, quels qu'ils soient, en fait. Donc les inquiétudes, elles sont plus autour de la réduction de ces financements. Après, je dirais que les acteurs sont généralement quand même, alors pas les mêmes entre ceux qui travaillent sur le territoire national à l'inclusion sociale et ceux qui travaillent sur le côté développement dans les États partenaires. Donc finalement, il s'agit plus d'une complémentarité dans nos différents mandats et par contre d'une analyse commune et d'une lutte commune pour l'augmentation des financements tels qu'ils soient vers l'externe et vers l'interne, puisqu'on sait que les deux ont une influence l'un sur l'autre finalement. Donc c'est des questions qu'on traite finalement plus en complémentarité les uns avec les autres. Et après, le gonflement artificiel, finalement, c'est parce que l'État en lui-même va inclure dans l'APD les fonds qu'il utilise à des fins d'inclusion sociale, finalement. Ce n'est pas tant une redistribution, c'est vraiment l'État qui dit, bon ben voilà, ces fonds que j'utilise pour intégrer, ces financements que j'utilise pour intégrer les demandeurs d'asile, les réfugiés, finalement, il faut les compter dans l'APD parce que je participe à l'effort de solidarité internationale en finalement respectant juste les obligations internationales. Donc, c'est pas tant la question de cette concurrence que finalement la logique globale derrière ça. Ok, merci. Merci Marion, et je voyais Henri qui était en train de commenter aussi dans le chat qu'il y a aussi une inquiétude au niveau des collectivités locales pour que la question de la prise en charge de la politique d'asile se fait aussi aux dépens de leur coopération décentralisée. Donc, ce n'est pas un sujet qui agite seulement les ONG de coopération internationale. On approche doucement vers la fin de ce webinaire. Il y avait encore quelques questions. Donc, si vous le voulez bien, on va prendre quelques minutes de plus pour y répondre. On avait une question de Samuel Legendre qui disait que c'était une question peut-être un peu décalée, mais sous le feu de l'actualité, qui était relative au projet de loi contre le séparatisme ou sur le renforcement des principes républicains. Une question adressée à Flore qui demande « Est-ce qu'elle envisage des impacts de ce projet de loi sur le milieu des organisations issues des migrations ?» Organisations de solidarité issues d'immigration, puisque certaines d'entre elles font des projets de développement, mais aussi de l'animation culturelle, par exemple les cours de courant ou le financement d'édifices religieux. Et donc, quels pourraient être les impacts de l'évolution juridique proposée par le projet de loi sur ces associations? Est-ce que c'est des choses que vous avez pu aborder, Flore, dans vos travaux? Pas trop. Je suis pas trop experte de ces sujets. Non, je suis désolée, je préfère botter en touche parce que je ne veux pas dire de bêtises. Excusez-moi. Pas de souci. Si les autres intervenants n'ont pas non plus de réponse à apporter, Samuel, on vous invite à reposer ces questions dans d'autres espaces, mais c'était effectivement aussi intéressant. On travaille pas mal au sein de Coordination Sud avec le Forum notamment, et donc qui est aussi partie prenante de la commission migration et qui se pose ces questions-là, mais peut-être un peu trop d'actualité pour qu'on ait en fait un avis aussi à vous donner à l'heure d'aujourd'hui. On avait une question de Pierre Camille, peut-être plus adressée à Marion ou à Mathieu sur
les positions des pays africains sur ces sujets. Je sais que Mathieu l'a un petit peu abordé dans son intervention. Quelle est la marge de négociation en fait, qu'ont les pays africains avec l'Union européenne sur cette question migration et développement, et s'il y a des discussions notamment au niveau de l'Union africaine ou à des échelles régionales pour se coordonner et éventuellement négocier avec l'Union européenne sur l'aide publique au développement et la migration, qu'elle soit légale ou non. Oui, juste un point par rapport à... Je partage complètement les questionnements de Flore Guber sur le message et les messagers. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui pour nous ici, c'est la question de la visibilité des personnes exilées. C'est-à-dire, sur ces questions-là, finalement, ça reste encore, et particulièrement en France, des personnes comme nous, sans expérience d'immigration, je ne connais pas vos vies, mais qui est intervenant sur ces questions-là. Et je pense que la question de la visibilité, la question peut-être aussi un tout petit peu en lien avec les organisations des personnes issues d'immigration, comment elles interviennent sur le débat national ou européen sur ces questions-là. Et donc, je pense que nous aussi, soit les chercheurs ou les associations, on doit se poser la question de est-ce que nous-mêmes, on inclut ces expériences, ces expertises, parce que c'est aussi une expertise, dans nos travaux de recherche, dans nos associations. Donc, nous, on essaie de travailler là-dessus au Centre Migration Citoyenneté. On a publié une étude cette année sur la participation des personnes exilées, y compris au sein des associations. Et là, on est en train de lancer un projet avec le HCR et la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés avec une académie pour la participation des réfugiés. Alors, c'est réfugiés parce qu'on fait ça avec le HCR et la DIER, donc on ne peut pas faire pour toute personne exilée, mais voilà, essayer de renforcer cette participation, parce qu'il y a aussi une forte demande des personnes exilées elles-mêmes de pouvoir davantage s'exprimer sur ces questions-là, et pas uniquement être là pour témoigner. C'est-à-dire, non, sont aussi des experts. Sur la question de l'Afrique, des positions africaines, oui, il y a des positions africaines qui sont de plus en plus exprimées donc, au niveau de l'Union africaine. Donc, il y a à la fois un cadre africain sur les migrations et qui justement lie beaucoup la question migratoire à la question du développement, la migration comme un facteur de développement. Mais c'est surtout dans les objectifs de libre circulation, qui est un objectif de l'Union africaine, que la question migratoire se pose. Et donc, ces cadres-là, ces objectifs-là, en fait, leur mise en œuvre relève des communautés économiques régionales et ensuite des États membres. Et là, et c'est là où finalement, il y a beaucoup de limites, c'est-à-dire aussi l'appropriation de ces priorités, de ces objectifs par les États membres de l'Union africaine et la question des capacités. Et c'est là aussi où les Européens reviennent dans le jeu, c'est-à-dire que même si l'objectif premier finalement des États africains, c'est de développer cette libre circulation, et donc ça veut dire aussi, c'est une perspective aussi de protection des migrants, de s'assurer que quand leurs ressortissants vont dans un autre pays africain, ils auront bien la protection nécessaire, y compris des questions sociales et de protection sociale. Ça veut dire aussi de la transversalité de ces questions-là. Et là, les capacités, les ressources, elles sont apportées par les donateurs internationaux et donc en premier lieu les Européens, qui, à ma connaissance, sont les plus gros donateurs en Afrique, d'aide publique au développement ou de coopération de manière plus générale. Et finalement, les Européens vont remettre leurs priorités, qui, encore une fois, de prévention de l'immigration irrégulière et de retour, par ce biais de ces financements-là, même si c'est pour mettre en œuvre à la base des projets qui sont plutôt avec des objectifs africains. Donc là, on tourne, ça devient un peu une impasse. Et finalement, les seuls qui ont les clés pour en sortir sont les Européens, c'est-à-dire de vraiment comprendre que les objectifs, les priorités africaines, c'est à moyen terme et à long terme, ça va être c'est à d'autres avantages, c'est à notre bénéfice aussi. Donc là, on revient aussi sur la question des priorités de matière en
en matière d'affaires intérieures, qui sont souvent des priorités très court-termistes, la prochaine élection. Et il y a toujours des élections en Europe et qui ne nous permet pas d'envisager ces politiques et particulièrement du coup ces relations avec les pays tiers en matière migratoire sur un moyen et long terme. Merci beaucoup Mathieu pour cette réponse. Je vais donc aller vers la dernière question qui était adressée à Flore de la part de Pierre Lebré de l'association Futur au Présent International, qui vous demandait donc de revenir sur le manque de cohérence entre l'octroi de l'aide publique au développement et l'origine des flux migratoires, et en mentionnant quelles sont les conséquences en fait de ce manque de cohérence. Les conséquences, encore une fois, si on revient aux objectifs du CICID, l'idée, c'est que, disons, un des objectifs, c'est de cibler majoritairement 19 pays prioritaires de l'aide, hein, et donc que j'avais signalé sur la carte. Le problème, c'est de perdre un peu cette priorité-là, et puis que ça conduise à changer l'allocation de l'aide, ou en tout cas à faire que l'aide ne réponde pas à cet objectif-là en priorité, quoi. Donc je pense que c'est ça l'impact potentiel. Alors évidemment, il ne faut pas non plus trop caricaturer le trait, mais on voit bien qu'entre la tentation de gonfler les chiffres de l'APD et cette tentation à réorienter l'aide vers les pays qui envoient le plus de migrants ou vers les régions de ces pays qui envoient le plus, fait peser ce risque-là, c'est incontestable. Merci beaucoup Flore, et je crois qu'on va clore du coup cette session de questions-réponses. Merci beaucoup à vous tous et toutes pour cette participation. Je vais céder la place à Henri pour une rapide conclusion et synthèse de ces échanges avant de vous annoncer aussi les travaux prochains de la commission Migration de Coordination Sud. Merci beaucoup Sophie. Alors, ce webinaire nous a permis en fait de nous rendre compte de la diversité des mécanismes mis en place pour détourner l'aide au développement de son objectif, que ce soit le gonflement en y intégrant notamment toutes les dépenses qui sont liées à la gestion de l'asile, tous les enjeux de détournement qu'on a vu avec l'exemple du fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne notamment, qui détourne l'aide de son objectif de diminuer les inégalités, les enjeux de conditionnalité qui sont liés sur du chantage à l'aide. Alors cette logique, ces mécanismes sont à la fois basés sur une logique biaisée qui est construite sur des idées fausses qui seraient que la migration serait négative au développement, que le développement serait facteur de stabilisation des populations, qui entraîne un mauvais ciblage en fait de ces politiques de développement également, même par rapport à ces objectifs-là. Ces idées fausses, elles sont très fortement inscrites aussi dans les représentations qui sont dominantes au niveau des administrations. Ça, on s'en est rendu compte notamment lors de la précédente conférence qu'on avait pu faire sur le FFU, où on avait vu les positions très idéologiques portées par des représentants des administrations françaises sur ces questions-là, mais également la réception cette dernière année de l'ouvrage de Stephen Smith sur la ruée vers l'Afrique au sein des élites et des administrations en France montre également qu'on a un terreau qui est très propice à accepter ces idées fausses et à ne pas les remettre en question, alors que ce livre a été extrêmement contesté. Il sert encore de base à beaucoup de discours politiques. Les idées fausses, elles ont aussi induit une logique biaisée ensuite dans les liens avec les États bénéficiaires, une logique biaisée qui s'inscrit dans une politique d'ingérence, une politique qui poursuit finalement une domination historique et coloniale dans l'influence des États européens et des États qui versent l'aide dans la politique intérieure, la politique des frontières des États bénéficiaires. Alors, ce qui a également été évoqué au niveau des questions, c'est l'importance de pouvoir essayer d'aborder cette question
par d'autres angles, de réussir à trouver de nouveaux narratifs pour aborder cette question. Je voulais rappeler qu'aujourd'hui, c'était la Journée internationale des migrants aussi, dans laquelle s'ancrait cette journée, que c'est une journée dans laquelle beaucoup d'organisations essaient de construire un agenda commun pour montrer la richesse des mobilisations qu'il y avait autour de cette journée, et des mobilisations justement qui ne sont pas que sur les enjeux de migration. La plus importante, ce sera toutes les mobilisations de rue qui auront lieu cet après-midi, ce soir à partir de 18 h à Paris et partout en France, portées par les organisations, les collectifs de sans-papiers, également les syndicats, mais aussi les organisations de solidarité internationale, les associations antiracistes qui sont regroupées autour de la marche de solidarité, qui sont dans la défense de droits pour toutes et tous en général, et non pas seulement sur des droits sectoriels des migrants. Donc je trouve que ça répond un peu à la question, enfin aux enjeux qui étaient abordés de comment est-ce que les mouvements sociaux peuvent aujourd'hui aborder la science de la question des migrations, essayer de l'aborder par des enjeux de convergence, par des enjeux d'alliance avec d'autres mouvements. Et en tout cas, c'est aujourd'hui ce que tentent de faire les acteurs, les collectifs de sans-papiers, de renforcer ces alliances-là, et ce qui aura lieu ce soir. Et il y avait une dernière chose que je voulais dire. Oui, voilà, c'était sur ce qui avait été aussi évoqué notamment par Mathieu, sur la confrontation des conditionnalités, la contradiction entre le respect des droits humains et l'imposition d'une politique migratoire dans les politiques de développement. Je trouve que ça correspond aussi aux enjeux qui vont être justement ceux de la Commission Coordination Sud pour l'année prochaine. Et donc, je laisse Sophie nous les décrire avec cette transition. Merci. Merci beaucoup, Henri, pour cette superbe transition. En effet, la commission migration va se centrer sur différents grands moments de mobilisation, et je pense que les débats qu'on a eus aujourd'hui sur la réception des messages, sur la question de l'approche partenariale renouvelée aussi seront au cœur de nos travaux. Ces grands moments, ils seront sur tout le calendrier, enfin le plaidoyer parlementaire autour de l'adoption de la loi sur le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales, qui a été donc présentée en Conseil des ministres cette semaine, il y a 2 jours, et qui donc sera au cœur de nos travaux sur cette question du détournement de l'aide et de la conditionnalité. La question aussi de la négociation sur le pacte européen asile-immigration, on l'a rapidement évoqué en introduction, mais sera certainement un des gros facteurs de mobilisation de notre commission, en collaboration avec d'autres collectifs français et européens qui s'intéresseront à cette question, notamment sur le volet externe qui concerne davantage la commission migration et qui est assez problématique aujourd'hui dans les mots en fait de la communication de la Commission européenne. Et puis on en parlait assez longuement aussi, et merci à Flore d'avoir partagé ce document, enfin cette étude. On va s'engager pas mal aussi dans tout ce qui est la séquence de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, mais qui se mêlera en fait avec la campagne sur l'élection présidentielle et les élections législatives de 2022, et qui, pour sûr, nous occupera avec beaucoup d'intensité tout le collectif de coordination Sud, mais en particulier aussi la commission migration. Et on voulait vous dire que voilà, les prochains travaux qu'on va mener au sein de cette commission vont s'attarder pas mal sur une notion qui a été évoquée à plusieurs reprises aussi durant ce webinaire, qui est celle de la cohérence des politiques publiques, et notamment la cohérence des politiques migratoires françaises qu'on veut étudier donc au regard des engagements sur les textes internationaux, mais aussi sur la politique française d'asile et immigration. On parlait du CICID, donc c'est vrai que c'est pour nous un texte de référence, ce plan d'action migration internationale et développement qui avait été donc adopté en 2018, mais qui est, on va dire, malmené par différents discours et autres dispositions qui sont prises par le gouvernement français. Et donc, on veillera avec attention, en fait, à étudier l'alignement des politiques migratoires de la France avec les objectifs de développement durable, et de manière plus générale sur cette question de la politique, de la cohérence des politiques publiques en matière de développement durable. Donc, je vous remercie encore énormément à toutes les participants et les participantes, ainsi que nos intervenants et intervenantes, d'avoir participé à ce webinaire. Et donc, je vous invite de nouveau à lire la note de coordination Sud, et on se retrouve bien vite pour la suite de nos travaux. Merci à tous et toutes. Merci. Et très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, et bonne journée à tous. Sophie. Merci. Merci, au revoir. À bientôt. Merci.